Quand tu vends quelque chose qui a jamais été vendu, c'est très difficile de faire une étude de marché. Parce que des fois, les gens sont même pas conscients qu'ils ont ce besoin-là encore. Et c'est Mhm. mon travail de copywriter de créer ce besoin-là chez eux. Ben, peut-être pas de créer le besoin, mais de le montrer, en tout cas, d'expliquer qu'il existe. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur le podcast aujourd'hui, j'accueille Alexandra Martel, mais clairement je vais t'appeler Alex tout le long du podcast, parce que je crois que très peu de gens t'appellent Alexandra, pour dépioter ensemble la façon de définir sa cible, parce que c'est un gros sujet. Mais avant d'aller plus loin et de démarrer notre échange sur cette pépite, parce que je suis trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, je te laisse nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Super. Ben, d'abord, merci de l'invitation. Je suis super contente d'être là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a jasé ensemble, puis ça va être le fun de discuter de ce sujet-là en particulier. Moi, dans le fond, je me suis fait connaître d'abord avec mon projet Les mots pour vendre, donc comme copywriter. Alors, évidemment, la cible, le client idéal, grosse préoccupation pour les copywriters de ce monde. Sinon, je suis aussi connue parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Ajoute un zéro sur comment euh, tarifer tes services, en fait, donc comment fixer tes prix. Je m'excuse, j'ai comme un fond de mal de gorge. T'inquiète. Euh, ouais. Et ces temps-ci, je parle de plus en plus souvent d'intelligence artificielle aussi, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Super. Voilà. Bah écoute, merci Alex. De toute façon, enfin, j'aurai l'occasion de le dire, mais vraiment, si vous connaissez pas Alex, il faut la suivre. Je pense que, enfin, vraiment, tu fais partie des pépites, pour moi, incontournables sur beaucoup de sujets parce que justement, tu t'intéresses aussi à beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça se voit aussi, tu vois, dans les offres que tu proposes, on voit que tu vas pousser des sujets vraiment jusqu'au bout du bout. Et aussi, il y a des moments où tu vas changer de prisme, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Du coup, on apprend énormément de choses avec toi. Et si je t'ai invité spécifiquement, t'en as parlé, c'est parce que initialement, t'es copywriter. Ouais, on va le dire comme ça parce que tu fais plein d'autres choses. Et comme tu l'as dit, la première chose, en fait, pour pouvoir avoir une communication qui parle, c'est celle de bien connaître sa cible. C'est le cas dans le copywriting, mais c'est dans le marketing de façon générale. Et aussi parce que je t'ai hyper souvent entendu dire que ce travail était primordial. Alors évidemment, je suis complètement d'accord avec toi, je partage cet avis. Et du coup, je suis certaine que tu vas avoir plein de tips à nous transmettre pour bien effectuer ce travail. Mais déjà, peut-être la première chose qu'on peut voir ensemble et que tu nous rappelles, pourquoi c'est important de définir sa cible en marketing quand on a un business, Alex. Moi, la première fois qu'on m'a parlé du client idéal en business, la blague que je raconte toujours à mes clients, c'est que je trouvais ça complètement idiot. Puis quand je dis idiot, c'est que je regardais ça de haut, puis je me disais, ben c'est quoi cette espèce d'exercice bizarre-là où on me demande de m'inventer un ami imaginaire, tu sais, parce que souvent, dans les exercices que je voyais pour définir ton avatar, on te demandait des choses comme lui donner un nom, dire quel âge la personne a, ce genre de choses-là. Et je trouvais ça complètement jambon, vraiment. Là, je ne comprenais pas la démarche. Je trouvais ça ridicule. J'avais l'impression que Mhm. j'écrivais n'importe quoi puis que j'étais en train de m'inventer un ami imaginaire. C'était vraiment ma première perception de la chose. Et éventuellement, évidemment, j'ai changé d'avis, j'ai vu un peu l'utilité de cette approche-là, mais en gros, pourquoi on fixe notre cible? Ben, c'est parce que tout le monde ne va pas réagir de la même manière aux mêmes choses, évidemment. Donc, dépendamment à qui tu veux vendre quelque chose, ben, tu ne vas pas t'adresser à la personne de la même manière. Et même en pricing, d'ailleurs, puis j'en Mhm. parle longuement dans mon livre, on ne va pas non plus pricer les choses de la même manière selon à qui on veut les vendre. Et donc, savoir à qui on vend, c'est peut-être l'élément le plus important au moment, autant d'écrire en fait nos textes, nos pages de vente, nos courriels, puis même des fois pour
créer notre produit, Hmm. conceptualiser nos services, tout ça, là. Ouais, vraiment. Mais je vais revenir sur ce que tu disais sur le inventer une sorte de fiche avec un prénom, etc., etc. Ouais, On va revenir dessus. Effectivement, je pense qu'il y a un gros problème enfin, dans le monde entrepreneurial. On entend beaucoup de gens qui parlent de la cible, mais qui, je trouve, euh, la font définir de la mauvaise façon. Pour moi, on peut pas imaginer. Il faut pas imaginer. C'est pas dans notre tête. Il faut se frotter au terrain, aux personnes qui sont face à nous. Et je pense que c'est ça le gros problème. Tu vois, tu disais, bah moi au début, je comprenais pas cette approche-là. En fait, je pense que c'est même pas une histoire de je comprends pas cette approche. C'est plutôt comment c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, ouais, absolument. Puis moi, en fait, ce que je dis souvent à ce niveau, c'est que de mon côté, je retravaille ma cliente idéale sans arrêt, plusieurs fois par année. Donc, habituellement, au moins 4 fois par année, je m'assois pour redéfinir mon espèce de cliente idéale pour l'ensemble de ma business. Et moi, en fait, j'ai aussi différentes versions de ma cliente idéale pour différents produits. Parce que maintenant, je suis pas une entrepreneur qui est nichée maintenant, hein, je me mm, suis dénichée. J'aborde plusieurs sujets différents. Et même si les clients de ces différents projets-là vont avoir des points communs, c'est pas toujours le même client idéal exactement que je vais cibler. Et en fait, en y réfléchissant puis en regardant comment mon rapport au client idéal a évolué à travers les années, ben, j'ai remarqué que c'était un peu bidirectionnel. C'est-à-dire que oui, on veut pas inventer des choses, mais quand on a un processus qui est un peu plus itératif comme moi là, quand je crée un produit, je vais pas faire une étude de marché, ça m'emmène. Et moi, ce que j'aime faire, c'est innover, c'est vendre des choses qui sont inattendues puis qui souvent ont jamais été faites de cette manière-là avant. Quand tu vends quelque chose qui a jamais été vendu, c'est très difficile de faire une étude de marché. Parce que des fois, les gens sont même pas conscients qu'ils ont ce besoin-là encore. Et c'est mm, mon travail de copywriter de créer ce besoin-là chez eux. Ben, peut-être pas de créer le besoin, mais de le montrer, en tout cas, d'expliquer qu'il existe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je me fais un client idéal qui est complètement hypothétique, donc ce sont des hypothèses, et ce qui va venir le raffiner et prouver que j'ai bien fait mon travail ou pas, c'est la vente, en fait. Au moment où je vais essayer de vendre ce produit-là, je vais voir si mes hypothèses étaient bonnes ou pas, et c'est au deuxième lancement que je vais raffiner mon client idéal. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est quand on parle du client idéal, ou de la cible, ou de l'avatar, on parle de cette espèce d'archétype ou de personnage imaginaire-là qui est censé représenter notre client. Et tu as des gens qui vont avoir l'approche, tu peux le canaliser grâce à la magie de la manifestation, OK, qui est comme l'extrême intuition. Puis tu as d'autres personnes qui vont avoir l'approche extrême recherche. Non, 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 il faut que tu parles à des gens, il faut. Et moi, je pense que la réalité se trouve quelque part entre les deux, en fait. oui. Je pense que c'est normal d'émettre des hypothèses. Et si tu es une personne qui part de toi pour créer, ça peut être correct aussi de créer quelque chose, de demander à qui ça pourrait plaire, essayer de le vendre et apprendre de cette expérience-là. Ou tu peux partir à la recherche de ton client idéal en interrogeant des clients, en leur demandant c'est quoi leurs besoins, etc., etc. C'est pas tout noir ou tout blanc, en Non. fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, d'ailleurs, j'ai cette approche un peu middle par rapport à toi, c'est-à-dire que moi, je vais plutôt d'abord émettre des hypothèses et ensuite, je vais aller vérifier sur le terrain. Mais en général, alors ça dépend évidemment, autant pour les clients qu'on accompagne que aussi pour nous. Quand je sais que j'ai suffisamment de data, tu vois, des fois ça arrive, j'ai plein de data avec les clients qu'on accompagne déjà. Quand on sort, tu vois, quelque chose de nouveau, bah, on est venu se puiser dans ce qu'on sait déjà. Donc là, dans ces cas-là, on va pas forcément faire une étude de marché. Mais la plupart du temps, moi, dans ma méthode, c'est effectivement d'abord on pose une hypothèse et ensuite on va vérifier sur le terrain en allant parler frontalement à sa cible. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, tu peux aussi faire comme tu as dit, tu fais une hypothèse, tu vas créer en général, cette hypothèse, elle sort pas de nulle part, tu vois non plus. Tu vois, Non, voilà. C'est c'est- 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 c'est une hypothèse aussi qui va être aiguisée. Tu sais, moi, j'y crois à l'intuition, dans le sens où je pense que ton intuition, c'est des conclusions auxquelles tu es capable d'arriver sans même t'en apercevoir de par toute ton expérience, en fait. C'est ton cerveau qui fait des Hmm. raccourcis qui sont parfois hyper bien informés. Et donc, moi, ça fait
des dizaines de produits que je lance maintenant. Ouais, Donc, c'est certain que, puis même si j'ai pris différents virages, je m'adresse toujours à des personnes qui sont curieuses, à des personnes qui partagent mes valeurs, à des personnes généralement qui ont une business en ligne aussi. Et ça fait qu'elles ont des points communs et ça fait que mon intuition, quand je m'imagine mon client idéal pour un nouveau produit, est beaucoup plus aiguisée qu'elle pouvait l'être en 2017 quand j'ai bien sûr. lancé ma première formation, tu sais, mon premier produit. Ouais. Ouais, c'est avec l'expérience aussi, hein. De toute manière, il y a pas trop de secrets de ce point de vue-là. Tu disais juste avant que tu retravaillais ta cible, ton avatar, peu importe comment on l'appelle, plusieurs fois par an. Pour toi, c'est quoi le déclencheur? C'est quoi le déclencheur qui te fait te dire, il faut que je retravaille mon avatar? Est-ce qu'il te faut un déclencheur ou est-ce que tu le fais parce qu'il faut le faire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, moi, souvent, pour vrai, j'ai un déclencheur et souvent, le déclencheur, c'est que j'ai de la difficulté à créer plus que d'habitude. Hmm. À un moment donné dans l'année, là, je me suis éparpillée, j'ai parlé de plusieurs sujets, puis là, tout d'un coup, je sais comme plus, je veux créer, par exemple, un truc plus entré, là, par exemple, une gratuité ou quelque chose. Puis là, je suis un peu confuse parce que j'ai comme oublié qui je Hmm. veux attirer. Ouais. Et là, je ressens vraiment le besoin de me replonger dans, OK, c'est qui exactement que j'essaie d'attirer? C'est qui cette cliente idéale-là? Puis qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur cette personne-là dans l'année? Puis peut-être une nuance que je veux apporter aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui voient le client ou la cliente idéale ou l'avatar, peu importe, comme quelque chose de très démographique. Donc, est-ce que c'est une femme ou un homme, Hmm. personne non-binaire, peu importe. Est-ce que cette personne-là a 35 ans ou 60 ans? Est-ce que cette personne-là, où est-ce qu'elle habite même? Tu sais, ce genre de détails-là. Moi, ce sont pas les détails qui vont m'intéresser le plus. Je pense que dans des rares cas, c'est des détails qui sont importants. Par exemple, si tu t'adresses aux mamans, ben probablement qu'elles ont un certain âge. Tu sais. Elles n'auront pas 50 ans si tu t'adresses à des mamans. Donc là, l'élément de l'âge devient intéressant pour ton client idéal à toi. Euh, mais dans certains cas, l'âge, c'est pas vraiment important. Il y a des données démographiques comme ça qui peuvent avoir aucune importance pour ton client idéal à toi. Et là, qu'est-ce qui, moi, m'intéresse quand vraiment j'essaie de créer mon client idéal? C'est plutôt sa psyché, en fait. Tu sais, qu'est-ce que cette Ouais. personne-là pense? Où est-ce qu'elle est? C'est quoi? De quoi elle a besoin? Euh, c'est quoi ses peurs, ses désirs, ses envies? Et avec le temps, comme moi, je crée des produits plus avancés, plus débutants, je perçois même ma cliente idéale sur une espèce de timeline. Oui. C'est-à-dire que pour moi, il y a ma cliente idéale quand elle est débutante, quand elle est intermédiaire, quand elle est avancée. Et c'est toutes des évolutions de cette même personne. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Nous, par exemple, tu vois, sur les offres qu'on a, typiquement, on a une offre starter qui s'appelle Dynamite 45. Mais en réalité, les gens qui vont rentrer sur le 3-6, l'offre qui est beaucoup plus avancée derrière, c'est potentiellement la même personne, mais c'est juste que c'est la même personne qui a évolué. Donc, je comprends complètement cette notion de timeline. Et moi, c'est pareil, je réfléchis aussi beaucoup en timeline. Et pour revenir donc au fait que tu retravailles régulièrement du coup ta cible, bah, comment tu t'y prends? C'est très large hein, comme question. Non, mais c'est super simple, en fait. Moi, je suis plus maintenant un... Tu sais, j'ai pas de gabarit de mon avatar ou quoi que ce soit. J'ai un espèce de gros tableau Miro où je répands un peu toutes mes idées, mes connaissances, bon, peu importe comment tu veux appeler ça, sur... Moi, elle s'appelle Camille, ma cliente Ouais. idéale, elle s'est toujours appelée Camille. Fait que j'ai vraiment un tableau Miro qui s'appelle Camille, dans lequel je vais mettre des pensées, des versions d'elle, des notes sur des choses auxquelles j'ai réfléchi ou des mots peut-être qui vont même la faire résonner, tout ça. Et au moment où je retravaille cette personne-là, je me demande, bon, ben, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau dans la dernière année sur Camille? Tu sais? Qu'est-ce que... Ouais. euh, puis, j'aime que qu'on parle de timeline et tout parce que c'est ça, quand tu une business un peu plus comme moi, c'est-à-dire une business de personnes un peu multipassionnées où tu as plusieurs offres qui s'adressent à des cibles un petit peu différentes,
ben pour moi, ça reste toujours Camille, mais les vies parallèles de Camille. Tu sais, j'ai la version de Hmm. Camille qui s'intéresse à l'IA, j'ai la version de Camille qui est, au contraire, qui a peur des technologies un peu, là, puis il faut que je convainque de s'approcher. J'ai différentes versions de cette même personne-là. Et l'important pour moi, c'est que chaque produit soit niché. Tu comprends la nuance? Ouais. C'est-à-dire que quand ta business est nichée, tout est plus simple parce que tu as juste une cliente idéale pour l'ensemble de tes offres puis tu te fais vraiment pas chier. Mais quand tu évolues puis que tu décides d'avoir des produits qui ciblent différentes niches, il faut quand même que chaque produit soit niché. C'est-à-dire que je peux te dire que la machine à écrire, ma formation pour la rédaction assistée par l'IA, je cible des professionnels de la rédaction ou des créateurs de contenu endurcis qui créent déjà beaucoup de contenu, qui ont déjà beaucoup de talent en écriture. Mais, Mhm. par exemple, une formation que j'ai vendue longtemps comme Protocole 10, ça s'adresse à des entrepreneurs qui écrivent pas nécessairement, mais qui veulent faire des bonnes pages de vente. Fait que les deux sont très nichés. Les deux sont nichés différemment sous une même business. Et c'est ça que je veux amener un peu aussi aux gens quand ils réfléchissent au client idéal, c'est que quand tu débutes, c'est beaucoup plus facile d'en faire un seul et de ne pas te faire chier. Parce que quand on a plusieurs, tu décuples le travail euh, autour de ça, en fait. Ouais, complètement. Et du coup, tu divises les résultats, en fait. C'est-à-dire que tu t'as pas de résultat. Enfin, t'as pas de résultat. C'est un petit peu fort ce que je dis. Mais effectivement, je rejoins ce que tu dis. Le fait au début, en tout cas, d'avoir trop de cibles différentes et d'essayer d'effectuer en plus ce travail-là avec précision sur chacune des cibles, mais tu vas diffuser complètement ton message de façon générale dans ta communication, dans tes emails, etc. Et ça Absolument. aura ni queue ni tête. Et du coup, personne va te suivre, en fait. C'est ça. Puis en fait, où je veux en venir avec ça, c'est que souvent, quand les gens font leur client idéal pour la première fois, ils ont peur d'être spécifiques. Ils ont vraiment peur d'être spécifiques. Ils veulent pas dire, par exemple, ben moi, je veux uniquement m'adresser à des personnes hyper geeks et curieuses qui adorent la tech, par exemple. Disons que c'est ça. Parce que je pense que je peux aider aussi les personnes qui ont peur de la techno. Tu sais, je donne un exemple de boboche. Mm. Et c'est peut-être vrai, probablement, que tu pourrais aider les deux. Mais en décidant au début de te nicher sur une seule de ces deux personnalités-là, une seule de ces personnes-là, tu emploies un raccourci en fait. Tu es en train de prendre un raccourci vers la notoriété. C'est-à-dire que plus rapidement, tu vas te faire connaître, ton message va être plus clair, il va résonner davantage, tu vas aller chercher des clients plus vite. Et plus tard, là, quand tu auras fait ton premier 100 000 peut-être, puis que tu seras bien établi, que tu auras des partenaires, que tu auras un réseau autour de toi, que tout se passe bien dans ta business, là, c'est le temps de sortir de ta niche. Là, c'est le temps de multiplier les clients idéaux. Là, c'est le temps de t'amuser, en fait. Ouais. Mais moi, je vois vraiment la niche pas comme une prison, mais comme une stratégie de marketing, un raccourci vers la notoriété, la visibilité dont tu as besoin cruellement quand tu démarres. Ouais, Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, disons que je suis pas pour l'injonction de il faut absolument se nicher, mais en tout cas, tu vois, se nicher en termes de positionnement et tout, mais en termes de cible, il faut quand même être assez clair parce que si c'est pas clair, ton message est pas clair. Et tu prends cet exemple-là de, au début, l'objectif, c'est quand même de faire un choix vers une cible et ensuite tu peux t'élargir. Bah, typiquement, c'est ce que tu as fait et c'est ce que j'ai fait aussi, hein. Tu vois, parce que toi, tu étais sur absolument. le copywriting, moi, j'étais focusé sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus élargi dans ce qu'on fait toutes les deux. Et c'est ce qui Ben nous a oui. permis, ça a été un tremplin. C'est ça, en fait. Ben oui, un superbe tremplin. Tu sais, je pense que sans LinkedIn, tu n'aurais pas été chercher la notoriété que tu as été chercher au Hmm, départ. Et moi, sans le copywriting, même chose. exactement. Mon parcours serait complètement différent si j'avais commencé dès le départ en abordant toutes sortes de sujets puis en m'adressant à toutes sortes de personnes. Hmm. Ouais. Et pour revenir donc sur la définition de sa cible, pour quelqu'un qui définit sa cible pour la toute première fois, c'est quoi un petit peu, toi en tout cas, les étapes que tu recommanderais? OK. Moi, en premier, j'aime juste m'asseoir, là, comme avec une feuille de papier blanche, sans suivre un fucking template. OK? Genre, je comprends qu'il y a des templates de clients idéaux partout, puis que c'est donc le fun à remplir. Mais comme je le disais, dépendamment de ton industrie, c'est pas les mêmes éléments qui vont être importants pour ton client idéal. Si tu t'adresses aux mamans, comme je disais, l'âge tout d'un coup devient quelque chose qui rassemble tes clients entre eux. Peut-être que tu vends quelque chose qui s'adresse juste aux photographes, ben là, leur métier devient un aspect important pour ton client. Mais peut-être que tu vends un truc tellement large que le métier, c'est pas important, que l'âge, c'est pas important. Il faut que tu t'assoies pour réfléchir, en fait, à qu'est-ce qui définit mon client idéal à moi.
Est-ce que c'est des données démographiques que les gens vont souvent avoir en commun parmi mes acheteurs? Est-ce que c'est au contraire des croyances? Est-ce que ce sont des désirs, des peurs? Est-ce que c'est des traits de caractère? Est-ce que c'est une passion qu'ils ont tous en commun? Est-ce que c'est... Mais vraiment d'essayer de trouver c'est quoi ces éléments-là qui rassemblent tout le monde. Parce que pour moi, le moment où j'ai compris le client idéal, c'est quand j'ai arrêté de le voir comme une représentation absolue de tous les clients que je cible et que j'ai commencé à le voir comme un outil. Un outil, c'est-à-dire une espèce d'archétype, vraiment un ami imaginaire, justement, que tu crées et à qui je m'adresse quand j'écris mon infolettre. Moi, quand j'écris mon infolettre, j'écris pas first name là, dans mes premiers jets, j'écris Camille. C'est écrit Camille Mhm. partout. C'est à elle que je m'adresse. Et le fait de pouvoir m'adresser à elle rend ça vraiment plus simple, vraiment plus friendly, amical, facile pour moi. Et donc, juste de t'asseoir au début sans suivre un modèle et quoi que ce soit, puis brainstormer. Puis quand je dis brainstormer, c'est sans jugement. Écris les pensées qui te passent par la tête, écris les mots qui te passent par la tête et essaie de voir déjà, là, sans qu'on m'ait guidé, sans qu'on m'ait dit quoi faire, sans que j'ai suivi une structure, est-ce qu'il y a des choses que tout seul, je sais déjà? T'sais? Puis je suis Ouais. certaine qu'à peu près n'importe qui, en se posant cette question-là, est au moins capable d'arriver à une ou deux conclusions. C'est-à-dire, ah ben c'est vrai que moi, la plupart de mes clients, ce sont des hommes. Ou ah, c'est vrai que moi, la plupart de mes clients sont féministes. Ou ah, c'est vrai que moi, la plupart de mes clients sont, tu sais, aller chercher une coupe de caractéristiques comme Hmm. ça aide à commencer à incarner Ouais. ce client-là, puis à créer un personnage un peu. Ok. Euh, et une fois que, ok, tu t'es posé, tu as noté toutes les Ouais, informations qui te passent par la tête, est-ce que tu penses, justement, on y revient à ce dont on parlait juste avant, est-ce que tu penses que c'est utile d'aller ensuite aller creuser des informations sur Internet, je sais pas, sur les réseaux sociaux, sur les forums, je vais mettre des guillemets parce que les forums, je sais même plus si, enfin, si ça existe encore, mais c'est quand même plus vieux, les groupes sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu recommandes aussi, mais une fois, et j'entends ce que tu veux dire et je suis complètement d'accord avec ça, une fois qu'on a d'abord brainstormé avec les informations qu'on avait déjà mises. absolument. Là, en fait, tu entres dans, pour moi, deux processus. Il faut que tu choisisses ça va être quoi ton processus de création de produit. C'est-à-dire que, puis ça, je le remarque là, chez tous mes amis entrepreneurs, il y a deux types pour moi de créateurs. Là, si on prend des entrepreneurs qui aiment ça créer des choses. Tu as des créateurs qui aiment initier de leur côté les choses. C'est-à-dire qu'ils créent quelque chose non pas pour répondre à un besoin, mais pour répondre à leur envie. OK? Puis souvent, on Mhm. va te dire que ça, c'est pas bon en business, de créer à partir de tes envies, qu'il faut que tu t'assures qu'il y a un besoin. Et c'est pas faux. Parce que quand tu crées à partir de tes envies, tu crées quelque chose, puis après, il faut que tu trouves à qui tu vas le vendre, et ça se peut que tu échoues. Et moi, je suis ce type de personne-là. Je crée par initiation, c'est-à-dire que je pars de quelque chose que j'ai envie de faire, puis là, après, je me demande à qui je vais le vendre. Ce que ça fait, c'est que des fois, je crée des produits qui sont des échecs financiers, qui ne vont pas me rapporter d'argent parce que c'est quand le moment où est-ce que je vais tester si mon produit va vendre ou pas, c'est au moment de le vendre. C'est ça le test de est-ce que ce client-là existe ou pas, c'est quand j'essaie de vendre le produit. Donc, c'est une approche qui peut fonctionner, mais qui demande d'avoir une bonne tolérance au risque, qui demande d'être capable d'y aller itérativement, puis de pas voir Mhm. les échecs comme des échecs, de les voir comme des apprentissages. Si tu es une personne qui est plus anxieuse, qui a besoin de savoir que ce que tu crées, ça répond à un besoin, parce que si c'était pas le cas, ça t'anéantirait. Ouais. Ça te ferait sentir tout croche de faire un lancement qui marche pas autant que tu l'aurais voulu. Ben là, t'es mieux de commencer en faisant la recherche, en fait. Parce que tu vas partir d'informations qui sont réelles. Et là, la recherche, comment tu la fais? Si tu as déjà des clients, c'est le plus facile. Tu peux Oui. créer quelque chose qui va plaire aux gens qui te suivent déjà, qui t'aiment déjà. Donc, les entrevues, c'est qualitatif des entrevues, mais pour moi, c'est la meilleure source d'infos. Tu fais des appels de 15 minutes C'est avec tes ça. meilleurs clients, tu leur poses des questions, t'enregistres les appels, tu regardes c'est quoi les mots qui ressortent, les besoins, les peurs, les désirs. C'est délicieux comme matière première pour avoir des idées de produits, de services. Et évidemment aussi, si tu débutes et que tu n'as pas de clients, ben là, partir d'une hypothèse et après chercher où se trouvent ces gens. Par exemple, tu veux créer quelque chose pour les mamans, va dans les groupes de mamans, lis les discussions, essaie de voir c'est quoi les problèmes qui ressortent. Tu veux t'adresser aux entrepreneurs,
suis toutes les personnes les plus influentes sur LinkedIn, regarde les gens dans les commentaires, de quoi ils parlent, qu'est-ce qui leur importe. Bon, là, tu vas passer par ce processus-là. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est d'accepter que tu aimes initier ou que tu aimes rechercher en premier, les deux peuvent amener à la réussite, en fait. Les deux façons de Absolument. fonctionner peuvent très bien fonctionner pour toi. C'est juste d'être conscient que si dans la vie, tu inities toujours à partir de toi, tu vas jamais vérifier si les gens sont intéressés parce que tu t'apprêtes à vendre. Tu vas des fois manger des coups de pelle d'en face. Et ça fait partie. Faut que tu sois capable de manger des coups de pelle. Si tu n'es pas capable de manger des coups de pelle, tu dois faire un peu plus de recherche avant de créer. En fait, je pense que tu peux te prendre aussi des coups de pelle, même quand tu fais des recherches, mais c'est juste que tu diminues le risque de t'en prendre. On peut le dire Oui. comme ça. Voilà, on peut le Et tu dire le comme ça. diminues solidement. Oui, ouais, c'est plus Parce solide. que même moi, tu sais, même avec toute l'intuition que j'ai accumulée, on s'entend, j'en ai vendu là, des Hmm. produits là, depuis mes débuts. Il m'arrive encore de vivre des échecs financiers. Par exemple, l'an dernier, ben même cette année, j'ai lancé une formation sur la création de petits produits qui s'appelle Enlève un zéro, qui est un des contenus dont je suis la plus fière là, dans les dernières années. Je suis vraiment, vraiment fière de cette formation-là. Mais mon audience n'était pas rendue là, puis j'en ai vendu peut-être, je sais pas, une soixantaine, quelque chose comme ça. Donc, moi, je pensais en vendre au moins 200, 300, 400. J'ai des produits qui ont été vendus des Ouais. centaines de fois, tu sais. Donc, financièrement, cette formation-là, c'est un peu un échec. Tu sais, j'ai pas nécessairement perdu une tonne d'argent, mais j'en ai pas fait non plus, là, tu sais. Ouais. Si j'avais pris le temps de questionner mon audience et tout avant, probablement que j'aurais jamais lancé ce produit-là. Fait que d'accepter que tu vas vivre des flops un peu comme ça si tu inities tout le temps de ton côté. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense que c'est aussi une question du temps que tu as devant toi. Tu vois, par exemple, toi, Alex Martel, j'imagine, hein, je ne suis pas dans le fond de ton business, mais j'imagine que tu peux Ouais, te permettre d'avoir quelques échecs. C'est pas ça qui va remettre en question toute ta vie. Tu vas pas devoir retourner salarié dans trois mois, tu vois. Alors en que plein quelqu'un, ça. tu vois, alors que quelqu'un qui démarre, bah, il a peut-être moins le droit à l'erreur. On va dire qu'il a moins de temps devant lui pour éventuellement échouer à plusieurs reprises. Tu vois? Qu'est-ce- 100%. Ben, et d'où le fait de mesurer, c'est ça, c'est quoi ta tolérance au risque. Puis quand je Hmm. parle de tolérance au risque, c'est beaucoup ta tolérance au risque financier, qui, on s'entend, dépend pas juste de ta personnalité. Là. Pour moi, ta tolérance au risque, ça dépend aussi de ta situation initiale. Là. Je veux dire, Hmm. est-ce que faire deux flops d'affilée pour toi, c'est l'apocalypse, puis tu retournes sur le marché du travail? Tu as intérêt peut-être à parler à des humains avant de lancer quelque chose. Tu sais. Hmm. Créer ta cible un peu plus basée sur la réalité que de faire ce que moi j'essaie de faire tout le temps, c'est-à-dire que moi j'essaie de créer ma cible en fait. Moi, Ouais. moi ma tactique, c'est que je crée ma cible dans mon audience. Tu sais, je me dis, bon, je veux vendre telle affaire, c'est le genre de choses que pour l'acheter, il faudrait avoir telle croyance. Quel contenu je peux faire pour amener les gens à partager ces croyances? Oui, oui, mais tu as un processus qui est différent. Et moi, mon processus, il se rapproche beaucoup plus du tien parce qu'on a accumulé de l'expérience et suffisamment de data auprès de notre audience déjà pour pouvoir s'en servir. C'est sûr et certain que c'est différent. Du coup, je le dis pour les gens qui nous écoutent, c'est différent en fonction du nombre de clients que vous avez accompagnés aussi. Par exemple, typiquement, je me souviens, à l'époque, quand j'ai sorti ma toute première formation en ligne LinkedIn, je n'ai fait aucune étude terrain. Mais pourquoi je n'ai pas fait d'étude terrain? Parce que j'avais mangé 300 coachings individuels avant. Donc en fait, j'avais énormément de data, donc je le connaissais par cœur, mon client idéal. Donc j'ai pas eu besoin de recreuser, revérifier, etc. Donc je pense que ça dépend aussi du niveau de connaissance de départ. Je pense que Mais et- puis là, tu mets tellement le doigt sur quelque chose d'important, là. Euh, je pense que c'est plus difficile pour les gens qui ne font pas d'individuel de cibler Hmm. leur client idéal. Et moi, je fais pas officiellement d'individuel, mais j'ai tout le temps continué à en faire en très petite quantité, en fait, dans ma business. C'est pas quelque chose qui me rapporte nécessairement beaucoup d'argent parce que j'ai une très petite capacité à faire ça. Donc, je prends une poignée de personnes par année en individuel. Tu sais, c'est pas quelque chose que je vais Ouais. marketer. Mais pourquoi je le fais? Oui, là, j'aime ça, accompagner des gens, mais je le fais surtout pour moi. Moi, en fait, c'est ma recherche et développement. Ça me permet de rester connecté sur des
vrais humains. C'est quoi Ouais. leurs besoins, c'est quoi leur peur, où est-ce que ça bloque. Quand j'aborde des sujets avec eux en individuel, ça nourrit mes produits de formation, en fait. Et c'est super intéressant, en fait, ce que tu dis, Pauline, parce que le fait que tu aies travaillé avec 300 personnes en 1-1, même si la cible va un peu être différente pour la formation en ligne, parce que c'est pas toujours les mêmes personnes Ouais. qui font du 1-1 et achètent les formations, ça t'a quand même tellement informé sur les éléments les plus importants, c'est-à-dire où est-ce que les gens vont bugger, qu'est-ce qui les préoccupe, bon, etc., etc. Et ça a fait en sorte que ta première formation, tu avais un avantage majeur, en fait. Tu connaissais Exactement. Hmm. très bien la personne que tu allais aider. Ouais, non, mais c'est clair. Et t'es pas la première de qui j'entends, c'est bien de garder un pied dans le one-one et tout. Je pense que effectivement, c'est une des possibilités magiques pour pouvoir être en contact au plus proche de sa cible. Maintenant, il y a d'autres façons de faire. Tu vois, nous, par exemple, sur le 3-6, je fais plus les coachings individuels, mais je peux voir les coachings individuels puisqu'ils sont en replay. Je peux aussi demander de la data auprès des coachs qui travaillent avec nous. Moi, je suis sur le Slack et du coup, je vois toutes les questions de nos clients tous les jours, etc. Donc, en fait, je suis à leur Ouais. contact aussi. Mais je retiens complètement ce que tu viens de dire, hein. Je veux dire, je valide, quoi. Ah ouais, 100%. Puis, tu sais, quand je dis que moi, c'est pas nécessairement une... Tu sais, en ce moment, j'accompagne 3 personnes, là, pour donner un Ouais. exemple. C'est vraiment un très petit nombre d'humains sur l'année. Euh, mais quand j'ai arrêté de le faire complètement, vu que moi aussi, mes programmes de groupe, c'est pas du high touch, hein. Hmm. Je fais pas d'accompagnement, je fais vraiment de la formation préenregistrée. Donc, les gens achètent, ils visionnent mes trucs, ils me laissent un témoignage, mais des fois, j'ai aucun contact avec Oui, eux, t'as pas sauf peut-être de. pendant la bêta, tu sais. Hmm. Donc, c'est Ouais. vraiment... ouais. Bah, J'aurais pas vraiment de contact, sinon, avec mes clients acheteurs, tu sais. Mm. exactement. C'est pour ça que toi, enfin, comment dire, j'allais dire, tu te permets rien à voir. C'est pour ça que dans ton process à toi, c'est hyper intéressant et j'ai adoré comment tu l'as dit. C'est un peu ta recherche et développement. J'aime beaucoup cette vision des choses, de pouvoir garder le lien directement avec ta cible, avec Camille, du coup. Avec Oui, tes 100%. Camille en plusieurs fois, on va dire. Justement, donc, enfin, non, c'est hyper pertinent. Et pour revenir sur, enfin, en tout cas, finir sur la question de comment trouver les informations sur Ouais. sa cible, est-ce que tu recommandes ou pas d'utiliser, ou en tout cas de brainstormer avec ChatGPT pour définir sa cible? Est-ce que tu trouves que c'est utile ou pas? Oh, c'est difficile comme question. C'est difficile comme question parce que d'un côté, oui. Oui, parce que comment est-ce que ça fonctionne, un modèle de langage élargi comme GPT? Euh, Ça généralise, en fait. Ça généralise à partir de son apprentissage. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, un moteur de recherche, si tu lui poses une question, il cherche dans sa... Ben, c'est plus complexe que ça, là, mais en simplifiant au maximum, il cherche dans sa base de données, puis il te ramène des réponses pertinentes en fonction des mots que tu as entrés, right? GPT, lui, quand tu écris des mots, il va chercher dans son apprentissage, mais son apprentissage, c'est pas une base de données, c'est un ensemble de motifs répétitifs comme des patterns qu'il a remarqués dans une quantité phénoménale de textes Ouais, écrits par des humains, bien souvent, n'est-ce pas? Et ce que je veux dire par il généralise, c'est que lui, il va aller distiller de ça les patterns, les motifs répétitifs qui reviennent le plus souvent. Ce que ça veut dire, c'est que si tu poses une question à ChatGPT, par exemple, donne-moi des conseils de copywriting, ben, je peux probablement te prédire ça va être lesquels. Pourquoi? Parce que ça va être les conseils de copywriting les plus communs ouais, qu'on retrouve. Il va te dire justement de t'adresser à un client idéal, de bien définir c'est qui ta cible. Il va te dire d'écrire comme tu parles, de parler de manière un peu plus proche du langage oral. Il va te dire, tu sais, je suis capable comme ça de prédire un peu ce qu'il va te donner. Donc, si tu brainstormes avec ChatGPT pour ton client idéal, ça peut être vraiment bon parce que tu peux aller chercher un peu le zeitgeist, genre la généralisation de ta cible dans la machine. Tu sais, si tu dis, par ouais, exemple, quelles sont les préoccupations des jeunes mamans en France vis-à-vis de telle affaire, ben, il va littéralement aller te chercher les motifs répétitifs qu'il a remarqués dans toutes les discussions sur Doctissimo. Il a lu tout ouais. ça, lui, là. Fait que c'est vraiment précieux en ce sens-là. Le hic, c'est que ça en fait une très grande force parce que tu peux aller chercher justement ce qui est le plus commun, le plus général, mais justement, tu n'auras pas nécessairement des trucs originaux spécifiques qui vont t'aider peut-être un peu plus à te démarquer. Tu sais, il va vraiment aller chercher les informations les plus générales. Si tu veux aller
chercher des éléments un peu plus pointus, piquants, croustillants, ben, il va falloir que tu fasses des prompts qui sont très précis et ça va être des réponses qui sont pas non plus calquées sur la réalité. Tu sais. On est Mhm. vraiment dans un modèle de langage élargi. Donc, réponse courte, oui, mais évidemment, parler à des vrais humains Et absolument. reste très, très, très important dans le processus. Puis je voudrais pas non plus que quelqu'un ne se base que sur une conversation avec Non, ChatGPT pour tirer des conclusions à vie sur sa clientèle idéale. Tu sais. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense aussi que c'est utile pour brainstormer plus largement, avoir des informations plus larges. Mais une fois qu'on doit aller dans la précision, on est d'accord que c'est pas ChatGPT qui va aider. Mais ça peut peut-être aider, tu vois, à, voir un petit peu les angles morts qu'on voit pas quand on brainstorm. Enfin, quand on brainstorm avec absolument. soi-même, pour le coup. Absolument. Puis moi, je l'utilise beaucoup en copywriting au niveau justement, des fausses croyances, des objections. Tu sais, je vais lui donner, en fait, moi, je brainstorm par moi-même en premier. Je commence tout le temps comme ça. Je sors les désirs, les objections, les fausses croyances. Je fais un avant-après, là, ce genre de Ouais. brainstorm de copywriting-là, assez commun. Et après, je prends ça en photo, je le donne à ChatGPT. Je lui demande de le résumer et après, je lui demande d'enrichir mon brainstorm. Donc, qu'il C'est ça. parte comme ça de ma réflexion, ça l'aide beaucoup parce qu'il va avoir des exemples plus concrets. Et GPT étant un modèle puis tous les modèles d'IA là, comme ça, génératifs, fonctionnent comme ça, mais c'est des modèles qui sont faits pour repérer justement des patterns, des motifs répétitifs. Ça fait que les exemples, c'est ce qui les aide le plus. Si tu fais juste lui demander, donne-moi des objections, il va être vraiment moins bon que si tu lui dis, je vais brainstormer des objections, en voici 8, donne-moi-en plus. Ouais. Parce que là, tu lui donnes des exemples du genre d'objections que tu recherches, comment tu les formules, etc., etc., et ça va beaucoup l'aider. Euh, j'ai bien compris et je suis complètement d'accord avec toi que, bien entendu, selon la cible qu'on va avoir ou que les gens vont avoir qui nous écoutent, il y a des données qui sont pas intéressantes. Par exemple, tu as donné l'âge tout à l'heure. Des fois, l'âge, c'est pas nécessairement un axe hyper important dans sa cible. Mais cependant, parce que je pense que c'est aussi pour ça que les personnes nous écoutent maintenant, c'est quoi, selon toi, comment je pourrais dire, Euh, les éléments utiles à insérer dans un portrait type? C'est-à-dire, tout à l'heure, OK, tu as parlé de désir, de frein, etc. J'imagine que ça fait partie de la colonne vertébrale un petit peu. Ce serait quoi un peu absolument. les éléments vraiment indispensables à identifier pour pouvoir définir sa cible? Écoute, je vais même aller chercher le tableau que moi j'utilise pour brainstormer la mienne Ah, génial. parce que je veux rien oublier, je vais être capable de vraiment tout donner. Mais d'abord, les données démographiques sont importantes dans la mesure où c'est un travail en soi d'identifier lesquelles sont importantes et lesquelles ne le sont pas pour toi. Fait que moi, j'aime partir d'un tableau de client idéal classique américain là, avec toutes les informations démographiques, genre c'est quoi son métier, c'est quoi son âge, c'est quoi son pays, Ouais. bla, 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 là. Je mets tout ça et je surligne juste les données qui sont importantes pour moi. Donc, moi, par exemple, le lieu géographique est quand même important parce que je vends des produits en français. Ouais. Donc, où sont les gens francophones qui achètent mes produits? Ben, ils sont au Québec, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont au Luxembourg. Et bon, tu vois, déjà, j'ai une donnée démographique qui est importante. Donc, d'aller comme ça, j'aime bien là, le faire là, de partir, en fait, euh, des données démographiques en premier et te Ouais. demander, OK, maintenant, lesquelles sont vraiment importantes pour moi? C'est un passage obligé parce que si on les a pas toutes devant nous, on peut en oublier. Tu sais, des fois, on pense pas au fait que quelque chose va être important et ce l'est. Bon. Après, puis là, les données démographiques, là, je peux peut-être en nommer une couple, mais l'identité de genre, donc il y a des gens qui s'adressent juste aux femmes, il y a des gens qui s'adressent juste aux hommes, bon, etc., Ouais. etc. L'âge, le niveau d'éducation, des fois, peut compter, l'emplacement géographique des gens, leur situation familiale, l'emploi, est-ce que la personne est salariée ou à son compte ou incorporé, bon, peu importe. Si tu t'adresses à des entrepreneurs, l'expérience, le nombre d'années en affaires, le revenu, est-ce que c'est des choses qui sont importantes pour toi ou pas? Bref, les données vraiment plus pratico-pratiques, démographiques, c'est important aussi. OK? C'est juste d'identifier lesquelles sont importantes dans ta situation. Après, là, je rentre dans ce qui vraiment
est pour moi le plus précieux. Les principes, les valeurs. Donc, qu'est-ce Ouais. qui rassemble tes gens au niveau vraiment... tu sais, les principes et les valeurs, pour moi, là, c'est un peu des croyances fondamentales que les gens ont. Par exemple, si toi... Puis ça, c'est beaucoup pour les infopreneurs et les personnes qui sont solo. Là, quand on est solo, oui, on crée des produits, des services, mais les gens connectent avec nous aussi. Puis là, je pense que ça devient encore plus important de définir avec qui j'ai pas envie de travailler. Comme, tu sais, c'est quoi mes valeurs à moi, puis c'est quoi les valeurs que j'aimerais répandre et voir dans ma clientèle cible. C'est Ouais. vraiment important de les identifier, puis ça fait partie du client idéal pour moi. Donc moi, par exemple, ma cliente idéale, là, au niveau des valeurs, ben clairement, il y a la curiosité. La curiosité, pour moi, c'est une valeur. Tu sais, le fait de s'intéresser à plein de choses, Ouais. d'être sincèrement curieux des autres, des choses, des nouveautés, tout ça, c'est super important pour moi. Mais il y a aussi mon côté très woke, là. Moi, ma clientèle cible, généralement, je veux qu'elle soit un peu woke, je veux qu'elle soit un peu féministe, que ce soit quelqu'un qui a une belle ouverture d'esprit, qui aime ça, voir de la diversité. Ça, c'est au cœur de ma clientèle. Ouais. Et une autre valeur que j'ai identifiée, c'est niaiseux, mais c'est que ma clientèle cible procrastine. Puis parce que moi, je Mm. procrastine. Ma Ouais. clientèle cible, c'est des procrastinateurs, peu importe les produits que je vends, là, j'ai vraiment beaucoup de procrastinateurs dans ma clientèle cible. Puis des fois, ils s'en font un peu une fierté, là. Genre, oui, ça les fait souffrir de Ouais. procrastiner, mais en même temps, ils comprennent que cette procrastination-là, c'est le revers de leur unicité, du fait qu'ils sont hyper créatifs, du fait qu'ils ont des intérêts diversifiés, etc., etc. Fait que les principes et les valeurs. Ensuite, à droite de ça, j'appelle ça le sentiment d'appartenance. Et là, les deux peuvent se mélanger. Mais le sentiment d'appartenance, c'est que c'est pas toujours des valeurs ou des principes, mais ça peut l'être. Le sentiment d'appartenance, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tous tes clients idéaux partagent, que tous tes meilleurs clients partagent et qui leur fait ressentir un sentiment d'appartenance. Par exemple, j'ai une cliente qui enseigne comment dessiner des mangas. OK? Ben, évidemment, l'amour du manga, de faire partie de cette communauté-là qui adore les mangas, ça crée un sentiment d'appartenance et c'est quelque chose qui est déterminant par rapport à sa clientèle cible. Ouais. Moi, le côté procrastinateur, le côté éparpillé procrastinateur a besoin d'aide justement pour pas procrastiner. Ça crée un sentiment d'appartenance, on se reconnaît là-dedans, on se reconnaît entre nous, puis on aime ça se faire déculpabiliser puis se faire aider avec ça. C'est quelque chose qui crée vraiment un sentiment d'appartenance important. J'ai déjà eu une cliente qui vendait et c'est vraiment très spécifique, mais un garage, en fait, donc qui répare des voitures, là, Ouais. spécialisé en camions Dodge Ram. C'est vraiment Ok. niaiseux, mais les hommes qui capotent sur les gros pick-up, là, c'est un sentiment d'appartenance, c'est une passion, en fait. Ils gossent leur moteur ensemble, puis c'est vraiment, Mm. c'est une passion commune, ça crée un sentiment d'appartenance. Fait que ça, c'est au top de ma pyramide des choses importantes à déterminer. Il y en a pas tout le temps, mais quand il y en a, là, ça fait du bon marketing. Ouais. Après, négatif, les problèmes, les difficultés, les défis en lien avec ce que tu vends, bien sûr, que ton client idéal peut vivre, expérimenter, tout ça. Fait que problèmes, difficultés, défis. Et en dessous de ça, objectif, désir, rêve, donc un peu l'opposé, là. Mais ça, tu vois, pour moi, là, ça commence à ressembler à une fiche de client idéal qui est complète. Ouais. Ben, je pense que, écoute, moi j'ai l'impression que tu as un peu tout résumé, parce que c'est ce que je mettrais aussi. Donc on a dit les données démographiques. Bon, même si, et je trouve ça hyper pertinent de ta part de partir d'une base et ensuite de juste surligner les éléments qui sont importants. Important. Ouais, c'est Absolument. ça. Fait que Parce les que données effectivement, démographiques significatives pour toi. ouais, c'est ça, significatif Ouais. pour toi. Les principes et les valeurs. Le sentiment d'appartenance, s'il y en a un, j'avoue, c'est encore plus fort. Enfin, c'est ça qui crée vraiment une communauté très forte. En fait, je trouve que c'est ça qui crée la Ouais. communauté. Ensuite, les problèmes, les difficultés, les défis, les objectifs, désirs et rêves. Et peut-être à la limite, mais je pense que ça fait partie des objectifs, des désirs et des rêves, peut-être la transformation recherchée. Mais au final, ça revient à les objectifs, quelles sont les attentes. Donc je pense qu'on pourrait dire comme ça. Ouais. Puis là, ce qui est important aussi, je pense, c'est puis là, ça montre à quel point c'est un outil que j'utilise beaucoup, là. Mais moi, j'ai un client idéal général que je retravaille, que son gros tableau niveau. Mais j'ai aussi
la variante du client idéal pour chaque produit. Pour chaque produit. Ouais. Bah oui, Donc, oui. quand t'es pas niché, c'est vraiment ça. J'ai comme Camille, la machine à écrire, j'ai Camille ajoute un zéro, j'ai Camille, bon, fait que cette Camille-là en particulier, là, on va embarquer dans pour ce produit-là. Les objectifs, les rêves, le avant-après, les croyances, nanana. Hmm. Là, il y a des choses qui peuvent changer. Tu sais. Euh, et d'où le fait que ce que tu as dit tantôt est très important. Quand tu débutes, fais-en rien qu'un, s'il te plaît. Oui, exactement. On n'en fait Prends le pas. raccourci Ouais. de la niche quand tu commences. Rends-toi pas malade avec ça. C'est pas une prison, c'est un raccourci, c'est une stratégie. Tu vas pouvoir sortir de là quand tu vas être prêt. Et puis, j'aurais envie d'ajouter à ce que tu viens de dire, agissez, en fait. Arrêtez d'être dans l'attente de trouver l'avatar ou la cible parfaite. Ça n'arrive jamais parce que Ah c'est un ouais. travail qui s'arrête jamais. Et puis surtout, vous aurez encore une fois jamais autant de data, de meilleures données, de meilleures informations que en étant au contact de votre cible. Donc, plus vous êtes dans l'expectative en mode je vais construire quelque chose et imaginer juste quelque chose dans ma tête, bah plus t'es loin de la réalité en fait. Ah ouais, 100%. 100%. Écoute, Alex, je pense qu'on a fait quand même pas mal un grand tour sur vraiment le sujet très spécifique de la cible. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Hmm. Bah, en vrai, il y en aurait, enfin, il y a tellement de choses à dire, mais l'objectif là de l'épisode, c'était vraiment de partir sur comment on la définit et un petit Ouais. peu élaguer le sujet. Quand, euh, quand tu es solopreneur, il y a des choses de ta cible qui vont être définies par toi. OK? Je te donne des exemples. Moi, je suis quelqu'un qui a un niveau de langage qui est assez bas en général dans la vie. J'aime ça parler de manière amicale et chill. J'arrive dans les Hmm. réseautages en coton watté. Je m'habille vraiment pas chic. C'est ça ma personnalité. Et quand je dois faire l'inverse, j'ai l'impression de me déguiser. Donc, pour ne pas avoir l'impression de me déguiser, je tutoie ma cible. C'est un choix qui, évidemment, je pourrais vendre des formations en vous voyant aussi, là. Ce serait pas la fin du monde, là. Ouais. Ça se ferait, n'est-ce pas? Et je pourrais me déguiser et ça fonctionnerait aussi et j'irais chercher un autre type de personne. Mais j'ai fait le choix d'aller nicher un peu plus ma cible pour qu'elle corresponde à ma personnalité parce que j'ai une entreprise de solopreneur et je veux attirer des gens qui vont bien s'entendre avec moi, avec qui ça va vibrer. Donc, si tu es solo, ça s'applique un peu moins quand t'as une équipe, quand c'est vraiment une business euh, sans nom, là, disons ça comme ça, ben, qui a un nom d'entreprise et non pas un visage. Mais quand tu es solopreneur, je pense que c'est vraiment important de réfléchir aussi, c'est quoi tes non négociables pour toi, là? Puis qu'est-ce qui va Ouais. influencer ta Hmm. cible, tu sais? Parce que tu veux pas attirer des gens qui vont zéro fitter avec toi. Puis oui, des fois, ça fait que tu vas nicher encore un peu plus ton affaire, mais ça fait partie de la game, tu sais. Ouais. Donc, de réfléchir aussi à est-ce qu'il y a des limitations à cet avatar-là, à cette cible-là, qui viennent de ma propre personne. Vraiment. Donc, moi, même Hmm. chose pour, par exemple, le féminisme. Bon, moi, j'ai pas vraiment envie de dealer avec des gens qui ne partagent pas ces valeurs-là. Donc, j'utilise, par exemple, le point médian dans mes écrits. Ça Ouais. rebute plein de monde, c'est de la néo-orthographe. Il y a des gens que ça va horrifier. M'en fous, c'est pas ma cible. Ouais. Et C'est je un suis choix d'accord avec qui toi. vient de moi, mais qui vient colorer ma cible. Donc, vraiment faire cette réflexion-là aussi, euh, ouais. On revient un peu à la bidirectionnalité, là, mais je pense que tu vas avoir beaucoup de solopreneurs qui vont écouter. Fait que peut-être à la fin, réfléchir aussi à est-ce qu'il y a des éléments là, qui viennent de moi, mais qui doivent obligatoirement se retrouver dans ma cible pour que je sois confortable, en fait, de travailler avec elle. De travailler avec elle, ouais, complètement. Parce que Mm. comment on va communiquer, c'est ça qui va définir qui on attire. Donc, l'exemple du point médian là dont tu as parlé, moi je l'utilise. Alors, c'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est arrivé quand même une fois. J'ai reçu un message de quelqu'un après une newsletter qui m'a dit, non, mais c'est quoi cette façon d'écrire? Tu vois, la personne, elle était vénère de Ouais, fou. Et en fait, je me suis dit exactement la même chose que toi. Mais en fait, moi, j'utilise le point médian parce que c'est important pour moi d'avoir une écriture qui puisse parler aux hommes comme aux femmes et parce que ma cible, c'est ça. Et peu importe, en fait, même si ça te plaît pas, c'est pas grave. Et donc, effectivement, c'est important finalement, c'est ce que tu dis là, c'est de partir de soi et de se demander quels sont les non négociables avec qui j'ai pas envie de travailler et avec qui, du coup, j'ai vraiment envie de travailler. oui, voilà, 100%.
Écoute, Alex, je te remercie infiniment pour ton temps. C'est toujours passionnant d'échanger avec toi. On mettra bien sûr le lien, enfin tous les liens qui te concernent directement dans l'épisode. Et je vous recommande d'aller vous abonner à la newsletter d'Alex. C'est la première des choses à faire qui est exceptionnelle. Et tout le monde le dit, hein, Alex. Je sais que tu es modeste et tout le monde le dit que tu as une infolettre pour utiliser les mots québécois. Enfin, en tout cas, c'est plutôt les mots français en réalité, mais c'est nous qui utilisons l'anglicisme. Mais on va pas rentrer dans le débat. Est-ce que les Français parlent plus Oui, anglais que les... je Mais pense en que c'est tout pas cas, mal égal. oui, c'est ça, ça doit être pareil à peu près. Mais ouais, je vous recommande vraiment de suivre Alex qui est passionnante. Et ben, je te dis à très vite, peut-être dans un prochain épisode ou je ne sais où, mais en tout cas, à très vite, Alex. À bientôt. Bye À bye. bientôt. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'ai deux gros éléments à voir avec toi pour résumer cet échange que j'ai eu avec Alex et surtout pour que tu puisses l'appliquer à ton business. Voici concrètement les étapes pour définir sa cible avec précision et je précise les étapes dans l'idéal parce qu'il faut aussi rester flexible par rapport aux éléments que tu as au départ. L'étape 1, c'est déjà poser sur papier tout ce que tu sais de ta cible ou tout du moins poser les premières hypothèses de ce que tu penses savoir d'elle. Sans retenue, il faut vraiment tout sortir de ta tête. Étape 2, plutôt recommandé, particulièrement si tu n'as jamais fait l'exercice ou alors si tu es au début de ton activité, contacter des personnes que tu penses dans ta cible et puis leur demander un entretien de 15 minutes. Dans cet entretien, ton objectif, c'est d'en apprendre le maximum sur ta cible. Ce qu'elle aime, les questions qu'elle se pose, les difficultés qu'elle rencontre, etc. Et bien entendu, aussi en lien quand même, c'est l'objectif, avec les problématiques auxquelles tu réponds. Attention par contre, l'erreur à éviter ici, c'est celle d'envoyer un formulaire. Parce que je sais que tu vas être très tenté d'envoyer un formulaire. Tu peux envoyer un formulaire qui comprend des questions, mais il ne te donnera jamais autant d'éléments que si tu parles avec ta cible. Et surtout, si tu veux récolter des informations via un formulaire, il faut à tout prix que ce soit des questions ouvertes. Sinon, le risque, c'est de tellement orienter les questions que finalement, tu n'auras aucune réponse concrète venant de ton client idéal. Et pour rappel, des questions ouvertes, c'est tout simplement des questions qui permettent aux répondants de s'exprimer librement et c'est pas orienté par un oui ou par un non, par exemple. Étape 3, dresser le portrait type qui en ressort. Et je vais y revenir juste après sur qu'est-ce que doit contenir ce portrait type. Étape 4, pourquoi pas confronter les réponses que tu as obtenues avec ChatGPT en lui exposant le portrait type que tu as ressorti. Ça va te permettre peut-être d'identifier notamment certains angles morts dans ta réflexion. Étape 5, actualiser ce document aussi souvent que nécessaire en y ajoutant les questions de tes clients, de ton audience que tu as sur les réseaux sociaux si en tout cas tu es dessus. Et finalement, il faut rester en veille tout le temps parce que ta cible, elle va évoluer avec toi. Et elle va évoluer aussi avec le monde dans lequel on vit. Et donc, il faut absolument que tu sois à la page. Et enfin, dernière étape, si tu peux et si tu vois que c'est nécessaire, réeffectue des entretiens régulièrement avec ta cible. Ça va te permettre aussi de pouvoir avoir un coup d'avance sur les futurs besoins que tu n'aurais peut-être pas identifiés. Et enfin, qu'est-ce qu'on trouve dans le portrait type ? C'est quoi un petit peu toutes les étapes qu'il faut absolument que tu identifies ? Dans un premier temps, tu vas avoir les données démographiques. Donc, tu peux tout simplement venir noter toutes les données démographiques que tu as en ta possession, que tu sais. Ça peut être des hypothèses aussi, on en a parlé avec Alex. Et ensuite, tu viens surligner les éléments qui sont importants pour toi. Dans les données démographiques, tu peux avoir l'emploi, l'âge, la classe sociale, est-ce que c'est une femme, c'est un homme, quel type de revenu, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les données démographiques. Tu peux avoir aussi où est-ce qu'elle habite, etc. Deuxième chose, les principes et les valeurs. Donc concrètement, c'est quoi les valeurs que tu voudrais voir chez tes clients, chez tes futurs clients ou chez tes clients tout court. Et du coup, là en fait, ça part de toi finalement. Ça part d'abord de toi et ça va rejoindre aussi potentiellement le sentiment d'appartenance dont Alex a parlé et qui est hyper important, notamment si tu veux construire une communauté. Est-ce qu'il y a quelque chose que tous tes clients partagent qui leur fait ressentir un sentiment d'appartenance? Alors, comme l'a dit Alex, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux.
Ce qui est important par contre, et ça tu peux pas passer outre, c'est les principes et les valeurs. Ensuite, bien sûr, identifier les problèmes, les difficultés, les défis rencontrés. Ensuite, les objectifs, les désirs, les rêves et la transformation recherchée par tes clients. J'espère en tout cas que cet épisode avec Alex t'aura permis d'avoir une meilleure compréhension du sujet et surtout que ça t'aidera à avoir véritablement une cible définie à la perfection. À très vite, bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.